commencer à covoiturer. Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Panorama jusqu'à 19h sur Europe 1. Gabriel Attal veut mettre les jeunes en internat, en maison de redressement. Est-ce donc ça la solution miracle à la violence des jeunes? Et l'excuse de minorité, alors faut-il la remettre en cause? Et d'une manière générale, comment faire taire ceux que Jean-Pierre Chevènement appelait à l'époque les sauvageons? Deux grands témoins pour en parler. L'avocat pénaliste Jean-Yves Le Borgne. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Et le préfet Michel Auboin. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir. Messieurs, on vous questionne dans un instant, mais d'abord quelques points avec Capucine Patouillet. Bonsoir Capucine. Bonsoir Pierre. Revenons avec vous sur une de ces annonces, la question des places d'internat pour permettre aux jeunes à la dérive de retrouver un cadre, plutôt que de, je cite, sombrer dans la spirale de la délinquance et parfois du crime. Mais qu'est-ce que l'internat justement en France aujourd'hui? Alors selon le ministère de l'Éducation nationale, l'internat a vocation à accueillir, héberger et nourrir les élèves n'ayant pas de conditions optimales de réussite scolaire à domicile, c'est leur définition, pour plusieurs critères sociaux, géographiques, familiaux ou encore scolaires. Une rupture par rapport à leur but initial dès leur création au 19e siècle. L'idée était à l'époque de fournir aux élèves de classe aisée, destinés à une scolarité dans des établissements prestigieux, de pouvoir se loger, une règle qui a prévalu jusque dans les années 70. Lors de l'année scolaire 2022-2023, il y avait un peu plus de 175 000 places d'internat occupées sur les près de 230 000 qui étaient recensées dans un peu plus de 1600 établissements en France. Et donc l'objectif, donc ce sont ces internats, mais attention parce qu'il y a les internats et puis il y a les maisons de correction. Oui, c'est une confusion logique qu'a voulu d'ailleurs écarter le Premier ministre lors de son discours jeudi, en soulignant que l'internat ne doit pas, je cite, être uniquement vu comme un objet répressif. Les maisons de correction, elles, ou alors à l'époque, colonies agricoles pénitentiaires ont été créées en avril 1869. Ça remonte un petit peu. L'objectif était, par le travail agricole, je cite, d'amener les mineurs au bien, de les rendre honnêtes, reconnaissants, religieux, les soumettre à la persuasion, à la discipline la plus sévère et aux travaux les plus rudes sans recourir à la force armée ou à la force brutale. Depuis 2002 et la loi Perben 1, on parle de centres éducatifs fermés. Ils accueillent chacun 8 à 12 mineurs multirécidivistes ou multiréitérants, placés par un magistrat compétents à la suite d'actes délictueux ou criminels. Au 1er janvier 2022, on recensait 54 centres en France pour 455 mineurs placés. Là, bah voilà, ça c'est intéressant. 54 centres en France pour 455 mineurs placés. Alors j'ai fait ma petite calculette là, il y aurait 55 000 places vacantes à peu près. Voilà, alors que là il y a 455 mineurs placés. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'avocat Jean-Yves Le Borgne? Je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Les centres éducatifs fermés interviennent généralement après le constat d'une faute pénale. Et là, dans l'hypothèse de l'internat que le Premier ministre a évoquée, idée qui me paraît tout à fait intéressante, on serait plutôt dans une décision à caractère préventif. Et en réalité, le vrai problème, il est dans la prévention. Je crois que l'hypothèse de l'excuse de minorité, dont certains pensent qu'elle paralyse en quelque sorte l'action judiciaire, n'est pas le plus important. D'abord, elle est facultative, l'excuse de minorité. Le juge peut la lever, je l'ai vu au cours de ma carrière, dans certains cas particulièrement graves. Et puis, disons-le, quand on est confronté au délit commis, ou au crime, pis encore commis, c'est fait. Et donc le problème face à cette jeunesse qui semble ne pas comprendre les critères élémentaires d'un humanisme basique, c'est la carence éducative. Et la référence à l'internat, c'est une sorte de substitution à une éducation qui fait défaut. Voyez-vous, moi je pense qu'on pourrait même penser à un encadrement militaire. L'armée connaît la discipline, connaît les principes, et à force d'avoir le respect... Ils veulent pas du SNU, les militaires. Ils ont dit on va pas s'occuper... Non, alors je vais vous dire, j'ai eu des contacts... S'ils veulent pas du SNU, ils vont pas faire les centres éducatifs fermés. Je n'en suis pas sûr. J'ai eu quelques contacts avec des officiers de haut rang qui me disaient qu'ils étaient toujours prêts à assumer un certain nombre de fonctions si la nation le leur demandait, mais qu'évidemment, il faudrait leur en donner les moyens matériels. Michel Auboin, votre avis là-dessus? Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est le plus important quand même, c'est de pouvoir parfois isoler
des jeunes qui sont à la dérive, quelles qu'en soient les raisons, de leur milieu familial et de leur milieu, comment dire, de sociabilité immédiate, c'est-à-dire la bande de copains, quoi. Et ça, c'est quand même très important, et c'est même assez important de le faire assez en amont, parce que là, je suis totalement d'accord avec vous, maître. La question, c'est une question de prévention. On n'est pas dans la punition. D'ailleurs, quand on arrive à la punition, c'est trop tard. Et objectivement, vu la façon dont la justice fonctionne, quand la punition intervient, de toute façon, le jeune n'a pas compris du tout ce qui lui était arrivé. Donc, on est vraiment dans la prévention. Après, la question, et donc il y a plusieurs façons d'isoler ces jeunes. Donc déjà, bonne idée, parce que ça enlève l'influence des copains, du grand frère, des cousins. Oui, parce que on a, moi j'estime qu'on a à peu près 150 000 jeunes dans les quartiers qui posent de vrais problèmes. Alors ça fait à peu près une centaine de jeunes sur 1500 quartiers dont on sait qu'ils sont les plus sensibles en France, et ça correspond aux chiffres des élèves qui sont déscolarisés au collège, c'est des gens qui ont été exclus, des jeunes qui ont été exclus du collège et qui se rescolarisent pas, et ça correspond aussi aux chiffres de ceux qui sortent de l'école sans diplôme. Donc on a une frange là de population violente pour beaucoup. Ils sont déscolarisés et ils ne veulent absolument pas retourner à l'école. Ah non, ils se déscolarisent volontairement, voilà, et l'école les déscolarise d'une certaine façon parce qu'elle les a exclus, elle va pas les rechercher non plus. Là, c'est là où la République manque un peu à sa fonction, quoi. Mais enfin, en même temps, mettez-vous à leur place. Le fait bien sûr, mais le fait de les exclure pour pouvoir les reprendre en charge dans une perspective éducative, pas punitive, éducative, c'est une bonne chose. Après, la question c'est où les internats? C'est quoi les internats? Est-ce que il faut les mettre avec des élèves de bon niveau qui etc. Enfin voilà, vous voyez bien que la réponse est trop basique pour être sérieuse, quoi. C'est ça. Mais on est bien d'accord. Quand vous parlez des internats et des places qui sont disponibles, c'est des internats qu'on connaît, c'est-à-dire que ce sont des écoles, des collèges comme les autres, avec des jeunes gens qui ne sont pas des cas sociaux, qui ne posent pas de problème pour l'énorme majorité d'entre eux. Alors, je dirais même si je trouve que l'inspiration du Premier ministre est la bonne. Néanmoins, quand je l'entends dire, on va proposer aux parents de placer les enfants qui fileraient un mauvais coton dans des internats, moi, c'est pas du tout comme ça que je vois la chose. Je pense que c'est le juge des enfants. Vous citiez, monsieur le préfet, ces jeunes gens qui sont déscolarisés, qui veulent pas retourner à l'école, qui, je dirais, sont voués tout naturellement à la délinquance. Bon, c'est donc que le juge doit intervenir. Alors, il s'agit pas d'une punition, il s'agit pas d'un enfermement, il s'agit de créer un environnement éducatif qui permette de comprendre, qui permettent aux jeunes de comprendre. Vous disiez cette sorte de désaffection totale pour l'école. Ces jeunes gens qui vont faire le gros bataillon de ceux qui n'auront pas le moindre diplôme. Mais c'est précisément ça. On fait des marginaux et au nom de la liberté, on respecterait cette marginalité qui est contraire à l'ordre social et contraire à l'intérêt de ceux qui le franchissent. Là, il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut quantifier le taux de réussite ou la chance de réussite de retourner, j'allais dire, ces enfants dans le droit chemin? C'est ça, c'est quand même assez hasardeux. Enfin, moi, je suis plutôt pessimiste, mais peut-être que j'ai tort, Michel Auboin. Je pense que vous avez tort, parce que si on est pessimiste, on fait rien. Et je pense qu'il faut pas l'être. Il y a quelques expériences, il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques expériences qui montrent, par exemple, que des élèves déscolarisés, repris en charge par des structures, sont capables d'être mis dans le circuit et de reprendre leurs études. Donc ça existe. Par ailleurs, on a d'autres pays qui fonctionnent de façon plus intelligente, avec des SAS évolutifs. Donc vous commencez par une structure assez dure, avec un encadrement militaire, comme on les disait tout à l'heure. Non, en Europe, parce qu'aux États-Unis, ça marche plutôt bien, justement. Je connais mal les États-Unis de ce point de vue-là, donc je peux pas. Mais en Europe même, ça fonctionne. Et puis, si le jeune, l'enfant, l'adolescent se remet doucement dans le droit chemin, à ce moment-là, on lui donne, il va dans un autre centre avec plus de liberté, et petit à petit revient dans. Donc, on sauvera pas tous, on les sauvera pas tous. Parce que certains sont dans des milieux qui sont tellement
tellement difficiles et qui les ont tellement déstructurés qu'on voit pas les sauver. Mais la question, c'est qui paye? Je parle pas de vos honoraires, Jean-Yves Le Borgne, mais qui paye? Vous les surestimez. Oui, beaucoup. Mais qui paye? La question, c'est qui paye. Mais oui, parce que les internats, là, en l'occurrence, Capucine a parlé des internats. Alors, 55 000 places, moi, je veux bien, mais enfin, si c'est je connais pas le nom des pensions, j'allais dire de luxe en France, c'est des trucs à 25, 30, 35, 50 000 euros l'année. Ce qui est vrai, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Ouais. D'ailleurs, les centres éducatifs fermés dont on parlait tout à l'heure, pourquoi on n'en fait pas? Parce que ça coûte beaucoup trop cher. Alors, interrogeons-nous, pourquoi les centres de rétention administrative coûtent si cher? Pourquoi les CRA coûtent si cher? Pourquoi les œufs coûtent si cher? Les œufs. Les c'est l'aide sociale à l'enfance, pardon. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que tout ce type d'organisation coûte aussi cher? Quand vous voyez que un étranger qu'on met en centre de rétention administrative coûte plus cher qu'un hôtel 3 étoiles à Paris, on a un problème qui est pas lié au coût, qui est lié au fonctionnement. Et je pense qu'on peut s'interroger. J'ai quelques idées sur la question, mais je pense qu'on peut s'interroger. Mais sur le coût, il faut le mettre en balance avec le coût, par exemple, des violences urbaines. Les violences urbaines de mai-juin 2023, elles ont coûté à la nation 1 milliard. 1 milliard d'euros minimum. Les comptes sont pas totalement terminés, mais on a à peu près 1 milliard d'euros. Le coût de la politique de la ville, dont l'efficacité n'est pas totalement démontrée, cette année, c'est 640 millions d'euros. Donc, mettons en balance les coûts qui sont prévisibles avec les dépenses qu'on pourrait faire par ailleurs. Voilà. Ouais. Jean-Yves Le Borgne. Je voulais aussi, moi, évoquer ce qui traîne dans les esprits depuis longtemps, c'est les sanctions à l'égard des parents démissionnaires. Ouais. Certes, il y a des parents démissionnaires, mais je ne crois pas que ça résolve quoi que ce soit. Pour la raison simple, c'est que nous savons qu'un bon nombre des enfants qui font problème sont des enfants de familles monoparentales où une femme fait ce qu'elle peut pour élever ses enfants, les nourrir, travailler avec un père qui a disparu dans la nature et qui ne s'occupe de rien. Donc ça ne me paraît pas être la solution. Et j'insiste sur un point qui est fondamental, c'est qu'il ne s'agit pas de sanctionner par avance des jeunes gens qui ne nous plairaient pas pour une raison ou par une autre. Il s'agit de leur donner la connaissance et s'il se peut, l'amour et l'adhésion à un certain nombre de principes. Voyez, moi je ne crois pas à l'ensauvagement. Je suis pas très rousseauiste, je suis pas sûr que l'homme soit bon par définition et à l'origine. Ouais. Bon, mais je pense qu'en réalité, il y a une sorte de volonté de moi d'abord, quoi. L'autre n'existe pas. Il faut apprendre à ces jeunes gens que l'autre existe. Mais c'est le fondement de nos sociétés. Mais bien sûr, mais alors, vous parliez de sanctions, là en l'occurrence pour les parents, mais je vous signale que dans l'arsenal du Premier ministre qui a été présenté à Viry-Châtillon, il y a aussi les sanctions sur les diplômes. Oui. Vous marquez au fer rouge des gens qui disent... Je connais un peu le Premier ministre, je lui dis respectueusement et amicalement que c'est une très mauvaise idée. Déjà, à mon avis, ces jeunes gens vont avoir du mal à décrocher des diplômes compte tenu de leur assiduité dans la suite des cours. Alors si en plus on leur relève... le décrochent et qui mettent violences urbaines ou je sais pas quoi... Aidons-les, mais l'aide suppose l'encadrement. Et l'encadrement, comme l'éducation, est quelque chose qui est une contrainte. Vous savez, il y a ce mot de Freud qui est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mesure éducative que la contrainte. Alors bien sûr, c'est une contrainte, mais la liberté ne suppose pas l'abandon de l'enseignement des principes fondamentaux. Oui, ça me paraît complètement évident. Effectivement, il manque un autre aspect au sujet, c'est ce qu'on appelle la parentalité, c'est-à-dire l'aide aux parents déficients. Parce qu'il y a toutes sortes de déficiences. Il y a des parents qui sont en difficulté, il y a des parents qui sont vraiment déficients. Dans les quartiers, il y a des gens qui disent, il y a des parents, on a la génération, les enfants qu'on a aujourd'hui dans les collèges sont des enfants de la génération précédente qui a participé aux émeutes et qu'on appelle dans les quartiers les parents qui fument. C'est-à-dire des parents qui eux-mêmes étaient déviants et qui ont fait des enfants déviants. Donc ça, c'est plus compliqué à prendre en charge. Mais il est évident qu'il manque la parentalité, l'aide à la parentalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus personne va dans les familles. Les assistantes sociales n'y vont plus. Les éducateurs qui étaient spécialisés, etc., n'y vont plus non plus. Donc aujourd'hui, les parents sont seuls. Quand un parent dévie, effectivement,
quelle aide il peut trouver, qui va aller le voir dans son appartement. Et c'est là où on a un dispositif social qui s'est délité, qui a disparu. Est-ce qu'on perdrait pas un peu notre temps si on voulait aussi éduquer les parents? Considérons que ceux qui sont incapables d'éduquer leurs enfants, c'est la génération perdue. Ouais. Attachons-nous aux jeunes, expliquons-leur que d'abord, leur avenir, la qualité de leur vie dépend aussi du respect d'un certain nombre de principes. Parce que cette marginalité d'aujourd'hui qui en fait de petits délinquants qui sont en quelque sorte négatifs pour la société, mais c'est la description d'un avenir personnel pour eux qui sera un avenir de marginal. Ce que vous dites est louable, Jean-Yves Le Borgne, mais là on a l'impression que vous êtes en pleine homélie sur la place Saint-Pierre. Pardonnez-moi, mais comment est-ce que vous voulez faire là? Je vais vous emmener au Mureau, moi, au milieu d'une tessie, comme on dit, et puis vous allez dire la même chose. Vous allez voir, vous allez repartir en courant. Écoutez, mon frère, puisque nous parlons d'homélie, en réalité, je ne parle pas dans le désert, j'espère, de manière abstraite. Je considère qu'il faut renforcer l'éducation de base, que le problème n'est pas un non-respect. Mais est-ce qu'on n'essaye pas de le faire? Mais non, on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. Les parents. Vous dites ça à les parents sont tous les profs de France là qui vous écoutent. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais oui, mais tout le monde fait ce qu'il peut. Ils font ce qu'ils peuvent, et un certain nombre d'entre eux qui ont peut-être essayé de faire un peu mieux ont fini exécutés. Tout le monde fait ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a dit que Gabriel Attal arrive. Il a un discours sécuritaire. Il arrive à Viry-Châtillon, où accessoirement il y a un type de 15 ans qui s'est fait dézinguer et qui a été abandonné dans une ruelle. Il arrive, il dit des centres éducatifs qu'il faudra rouvrir ou aménager, je ne sais pas encore comment, il y a un calendrier, il le dira, ça sera précisé. Il dit des sanctions. On a dit que c'était une mauvaise idée, une sanction sur les sur les parents. Des sanctions sur les diplômes, très mauvaise idée également. Très bien, mais alors si on ne peut pas faire la répression, si on ne peut pas discuter de l'excuse de minorité, tout le monde fait ce qu'il peut au commencement, à la genèse de la vie de ces enfants-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous le disais tout à l'heure, que le juge des enfants tranche et qu'on confie ceux qui sont des dangers pour la société et des dangers pour eux-mêmes à une éducation un peu stricte, à caractère, pourquoi pas, militaire. Donc dans des centres. Dans des casernes. Dans des casernes. Très bien. Michel Auboin. Oui, non. Il faut quand même réintroduire la responsabilité des parents malgré tout, parce que on a des familles qui sont défaillantes parce qu'elles ont des difficultés. J'en suis quelques-unes et je vois bien. Mais on a aussi des familles qui sont volontairement défaillantes. C'est-à-dire des familles qui de toute façon s'occupent pas de leurs mômes ou qui font tout autre chose que de la parentalité. Et pour ces familles-là, il faut quand même un principe de sanction, parce que la responsabilité, c'est aussi la sanction des parents. Est-ce que ça marche? Ça pourrait marcher. Moi, je pense que ça pourrait marcher. Vous connaissez plus que tout le monde l'administration. On va envoyer une lettre, puis une deuxième, puis un recommandé, puis un truc, puis 2 ans plus tard. C'est pour ça que je dis, il faut pas. En fait, la responsabilité, l'autorité, ça s'exerce à titre individuel. Il faut rétablir des figures d'autorité. Dans les collèges, les conseils de discipline collectifs, où vous avez y compris des représentants des élèves, ça marche pas. Ça marchait très bien quand on avait un conseiller principal d'éducation, un surgé, comme on l'appelait à mon âge, qui était dans la cour et qui dit maintenant, c'est puni. Oui, mais vous savez, je crois que cette autorité-là, elle est importante, mais pour que l'autorité incarnée, vous parliez du surveillant général au lycée, on l'a tous connu dans une certaine génération, mais pour que son mot, son discours porte, il faut que quelque part l'élève qui le reçoit sache, sente que ce qu'il prône, c'est la vérité. Or, je crois que le vrai problème, c'est que cette référence n'existe pas. Voyez-vous, moi, quand je défendais des délinquants au début de ma carrière, il y a hélas déjà longtemps, ils avaient le sentiment de franchir un interdit. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'un bon nombre des mêmes d'une autre génération agissent sans même se rendre compte qu'ils franchissent un interdit, parce que cet interdit pour eux n'existe pas. C'est même plus grave que ça, parce que on l'a vu ces derniers temps, et Maurice Berger le dit très bien, le pédopsychiatre spécialisé dans l'adolescence, il tue sans s'en rendre compte. Et même quelques années plus tard, quand ils sont interrogés, ils ne se sont toujours pas rendus compte qu'ils avaient ôté la vie à l'un de leurs camarades. Donc, ils sont devenus dangereux. Objectivement, ils sont devenus dangereux. Mais c'est pour ça que le système de sanction doit quand même exister, et les parents ont quand même une place dans ce système.
l'impunité aussi joue beaucoup sur parce que si ils ne comprennent pas la règle, au moins ils pourraient la respecter. Par peur de la sanction. Je ne vous dis pas qu'il faut abandonner les parents à leur démission en leur disant que c'est très bien. Je vous dis simplement que je ne crois pas trop que celui qui n'a pas le sens du devoir tout à coup prenne la voie du respect des principes parce qu'il aura été sanctionné par un juge ou par une amende. Je sens que vous allez revenir parce que c'est un sujet qui va vous faire parler dans une autre émission. Malheureusement, messieurs, merci beaucoup. Michel Aucoin, merci Jean-Yves Le Borgne. Je vous signale également que demain, vous retrouverez Frédéric Tadei pour cette arrivée demain de 9h à 10h sur Europe 1. Il recevra l'économiste Jean-Marc Daniel et notamment pour parler du salaire de Carlos Tavares. Et puis le docteur Laurent Alexandre pour son livre ChatGPT va nous rendre immortels chez Jean-Claude Lattès. Dans un instant, le journal de 19h et juste après, Laurie Chaleva pour Clap. Très bonne soirée sur Europe 1.